Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette quotidienne du 3 mars. Aujourd'hui, on va faire un tour sur les news du jour, on va faire un tour sur quelques graphiques d'altcoins que la chaîne suit depuis maintenant un bon mois. Il y a beaucoup d'altcoins qu'on suit souvent qui ont très bien performé. On va voir si moi je prends des profits aussi, si le monde réaccumulé, etc., etc. Et aussi, on va faire un état des lieux du marché parce que on voit que, tout le monde le dit, hein, mais on observe un joli pump des mêmes coins. Donc, est-ce que ce ne serait pas annonciateur d'un petit retournement du marché, d'une jolie correction à venir? Parce que de manière générale, lorsque les mêmes coin pump, ça annonce la fin du tendance haussière, et c'est clairement ce qu'on connaît actuellement depuis plusieurs semaines. Donc on commence comme d'habitude avec la map des cryptos, où ça se voit tout de suite un WIF, mais je l'avais déjà passé durant la dernière quotidienne, mais on a pas mal de mêmes coins, et encore là ça s'est calmé. Je pense que si on passe en weekly, vous voyez, Floki, PP, WIF, Shiba, celui-là je ne connais pas, mais ça m'a l'air d'être un shitcoin. Après pas sûr, ça se trouve c'est un projet très sérieux, mais voilà, on a clairement les mêmes coins qui pumpent un peu de partout, et de manière générale, hein, comme je l'ai dit, mais c'est plutôt mauvais signe. Niveau des volumes, on est repassé sur des volumes très bas. La semaine dernière, on était autour des 50 milliards sur BTC, hein, et 30 milliards, et 30 milliards sur Ethereum, mais là c'est normal, on est samedi, dimanche, donc c'est là où tout le monde est en week-end, il y a très peu de volume de manière générale, le week-end sur le marché des cryptos. Et au niveau des prix, on est en dessous des 62 000 sur BTC, hein, on voit que c'est une grosse zone de confluence, on ira voir le graphique juste après, et pareil sur Ethereum, on s'est fait rejeter au niveau des 3500, donc sur ça, rien de bien neuf, rien n'a changé. Là-haut, on est aux 624 dollars, ils nous avaient fait un ATH il y a quelques jours, hein, au niveau des 720 dollars, mais on s'est fait rejeter. Alors le graphique, moi, me semble assez particulier, on ira voir, on va le passer juste après, mais voilà, je pense qu'il se passe des choses en coulisses qu'on ne dit pas. Niveau point de vue à peu près global du marché, on a le Fear Index qui est très connu, mais moi je suis pas fan de cet indicateur, on va dire, parce que je le trouve pas assez entre guillemets pertinent, sauf lorsqu'il est dans les extrêmes. Je trouve que quand il est dans les extrêmes, c'est pas mal de le passer, donc je pense que je le passerai assez souvent lorsqu'il sera en extrême grid, parce que je pense pas qu'on va connaître de l'extrême fear maintenant, hein. C'est clairement pendant le bear market qu'on avait de l'extrême fear, et maintenant on est en bull market, donc c'est plus de l'extrême grid. Mais voilà, donc ça c'est intéressant, et ça aussi vraiment ça me laisse penser qu'il va falloir commencer à prendre de légers profits. Et moi je suis pas fan d'être pas complètement investi dans le marché. Je pense que dans le monde où où je décide de prendre un peu de profit, je me tente, et je me dis vas-y je vais essayer de faire le trader et à prévoir une correction, alors que clairement, je suis absolument pas sûr que je vais faire le bon move, mais si je me tente au jeu, je pense que je vais jamais sortir plus de 10% de toutes mes positions, quoi. Donc ça va clairement être sur une petite partie de mon bag, et ça sera déjà bien comme ça. Ensuite, on a Watcher Guru, donc je le follow pas. Est-ce que je le follow? Non, voilà, je le follow pas, parce que c'est un compte que je n'aime pas, franchement. Je trouve qu'il est louche, il a déjà fait de la manipulation de marché, il a déjà shield des tokens de merde, etc. Donc très bizarre. Mais là, en tout cas, il publie une info qui est véridique. C'est simplement une adresse BTC qui accumule plus de 100 bitcoins. On l'avait déjà vu Enfin, moi, j'en avais déjà entendu parler, je pense, il y a 6-7 mois, mais qui n'a jamais arrêté d'accumuler 100 bitcoins depuis, je sais pas combien, depuis un an et demi, si ce n'est plus. Voilà, depuis novembre 2022, donc depuis le bottom parfait, au lieu de tout acheter d'un coup, et ben, il a fait un DCA, donc c'est ce que tout le monde prône, hein, tout le monde dit que c'est le mieux, mais après s'il avait acheté plus agressivement en novembre 2022, ben, il aurait été plus en bénéfice, mais bon, pour acheter des milliards de dollars de BTC en quelques mois, c'est quand même pas facile, donc bon, tant pis, et tous les jours il achète 100 BTC, c'est son kiff, pourquoi pas. Et du coup, évidemment, il a un très fort profit, et ça vaut des milliards de dollars, hein. Il a fait un inflow de milliards de dollars, et il a un PNL aussi de, il me semble, 1,5 milliard de dollars de PNL non réalisé, donc c'est absolument gigantesque. Il y en a qui disent que c'est des milliardaires, etc., des déjà Bezos, etc. Moi, je pense pas. Je pense pas que ces gens-là soient fans de BTC, après je me trompe. Moi, je parierais plus sur un gouvernement. On avait eu la news il y a pas longtemps qu'un whistleblower, un lanceur d'alerte, avait annoncé que pendant ce bull run là, on aurait la news que le gouvernement a accumulé du BTC pendant tout le bear market. Et bah clairement, moi je pense que c'est souhait d'être là, parce que qui va accumuler 100 BTC par jour comme ça? Faut vraiment être une puissance, quoi. C'est soit être un top 5 milliardaire, soit être un pays. Et en tout cas, moi je pense que ça peut être un pays qui commence à être crypto-friendly. Je sais pas, pas le Brésil, je vais dire la Chine, mais non. Ouais, peut-être je sais pas, peut-être un pays émergent, peut-être un peu plus grand que le Salvador, qui peut être crypto-friendly. On a vu que le Brésil, l'ETF a été accepté. Enfin, BlackRock va lancer son ETF au Brésil. Il me semble que la news est tombée hier. Le Brésil, en novembre 2022 ou 2023, je ne sais plus, mais avait annoncé qu'ils acceptaient le BTC ou qu'ils reconnaissaient le BTC comme, comme une vraie monnaie. Donc pourquoi pas un pays derrière cette adresse-là. Ensuite, on a une news, une statistique sur Alephium.
donc une milestone d'Alephium qui surpasse les 10 millions en total value lock. Donc le total value lock, c'est aussi une métrique qui est assez importante, hein. Moi, je passais souvent le hash rate pour les proof of work, mais le total value lock pour les blockchains d'infrastructure, c'est aussi une métrique qui est importante. Et franchement, tous les voyants sont ouverts pour Alephium. Comme on a vu, mais le hash rate augmente de manière saine, la TVL augmente de manière saine, et il me semble que dans cette statistique-là, la TVL qui est sur le DEX de Alephium, dont j'ai oublié le nom, mais n'est pas comptabilisée. Et il me semble qu'il y a 20 millions dans les liquidity pools sur ce DEX-là qui ne sont pas comptabilisés. Tout ça pour dire que même s'ils sont comptabilisés ou pas, en tout cas c'est croissant et c'est ça le plus important, que ce soit 10, 20 ou 30. Ce qui importe, c'est que ce soit croissant, ça veut dire qu'il y a un intérêt qui est croissant pour cette blockchain, pour l'écosystème. Il y a eu un hackathon, je sais pas comment on prononce, hackathon j'imagine, du coup qui va lancer pas mal de projets sur la blockchain Alephium, qui vont arriver dans les mois qui arrivent, je pense. Donc voilà, encore une fois, tous les voyants sont ouverts pour cette crypto où je suis chargé et pour laquelle je suis extrêmement bullish et qu'on suit pas mal sur la chaîne. Et je vais vous passer le graphique tout à l'heure, qui est aussi très intéressant. Voilà, on parlait du Brésil. Pardon. Donc Justin, BlackRock launch its spot ETF Bitcoin in Brazil today. Donc voilà, pourquoi pas, hein. Ça va dans le sens de dire que ça peut être un pays qui est crypto-friendly et qui, ça se trouve, a utilisé Bitcoin comme réserve de valeur, comme le Salvador, parce que franchement, le Salvador, ils ont fait un pari de dingue, hein. Ils ont acheté de BTC à des mauvais moments. Franchement, c'est pas les meilleurs traders au monde, mais comme quoi, même en n'étant pas extrêmement bon, tu peux être en bénéfice, parce qu'aujourd'hui, ils le sont depuis, il me semble, aux alentours des 35 000 $, donc là, ils sont bien en bénéfice. Peut-être les 40 000 $. Mais en gros, ils avaient commencé à acheter à la fin du bull run 2021. Ils n'ont pas appuyé très fort sur la pédale au bottom au niveau de novembre 2022. Mais là, clairement, sur la scène internationale, et ben, c'est le premier pays qui a fait ça, qui a mis beaucoup d'argent dans le Bitcoin. Et aujourd'hui, c'est payant. Et ils sont clairement plus-value latente. Donc, est-ce que le Brésil ne ferait pas la même chose? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que c'est très possible. Ensuite, ça, c'est une autre news, hein, mais je pense que pas mal de monde la connaît, mais qui est quand même très choquante, c'est de simplement la masse monétaire qu'on appelle M1. Donc dans l'économie un peu, dans la macroéconomie, on a trois notions, lorsqu'on parle de monnaie, lorsqu'on parle de masse monétaire, c'est M1, M2, M3, et là on voit que 80% de tous les dollars ont été créés durant les 5 dernières années, c'est la courbe de la masse monétaire M1, donc, et on voit que depuis le Covid, bah, clairement, on a fait une parabole incroyable. Là, on est à un léger repli. Non, on est sur un léger repli, pardon, normal, avec les taux d'intérêt qui augmentent. Mais n'oublions pas que le point pivot de la Fed va arriver cette année, en 2024. En tout cas, c'est ce que je pense. Et que l'impression monétaire va repartir de plus belle. Donc, cette masse monétaire va encore augmenter. Et en vrai, l'essence même de Bitcoin, elle est là, faut pas l'oublier. Même si on est là pour gagner de l'argent, etc. Voilà. La vraie utilité de Bitcoin, c'est ça. C'est de se protéger de ce graphique-là. Ce graphique, il transmet, il décrit une mauvaise gestion de la masse monétaire de la part des banques centrales mondiales, et le BTC, le fait d'avoir des BTC, c'est vraiment se protéger contre ça, parce que là, le mec qui avait 200 000 balles, ça existe aux États-Unis, hein, surtout, il y en a plus que ce qu'on imagine, mais des mecs qui ont 200 000 balles sur un compte, là, ils se sont fait foudroyer sans s'en rendre compte, ils ont perdu tellement de pouvoir d'achat, et je pense que au fur et à mesure de l'adoption, bah, les gens vont commencer à comprendre que si tu veux protéger le fruit de ta dure labeur, si tu veux protéger ton épargne et assurer un peu ton futur, bah, tu vas acheter du Bitcoin, tu vois. Parce que du Bitcoin, l'intérêt principal, c'est qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions et ça n'arrivera jamais qu'on ait une stat comme ça sur le BTC, d'où l'attrait en fait même de Bitcoin. Et ensuite, alors ça c'est un peu une bonne nouvelle et aussi une mauvaise nouvelle, c'est Journal Ducoin qui nous dit que les ETF Bitcoin Spot détiennent désormais près de 4% de tous les Bitcoins, donc c'est énorme les gars. 4% de tous les Bitcoins, c'est énorme. Dites-vous, MicroStrategy, ils sont dans le game depuis 2 ans, ça fait 2 ans qu'ils achètent comme des malades, et ils sont à peu près, même pas encore, autour des 1% de BTC, et là on a tous les plus grands fonds d'investissement, en un mois et demi, ils sont déjà à 4%. Franchement, moi, même si je trouve que c'est bullish pour le prix du BTC, j'aimerais bien qu'ils s'arrêtent. Parce que, imaginons qu'ils s'approchent autour des 10% de Bitcoin, ça me semble beaucoup trop élevé, même si c'est pas vraiment eux qui détiennent les bitcoins à leur nom, ils les détiennent pour leurs clients, ok, mais c'est quand même eux qui les gèrent, etc. Donc le bon point, c'est que ça va faire un assèchement de l'offre, on en a déjà parlé, hein, mais ça fait la notion de supply shock, donc ça, en cas de forte demande à la hausse, le prix va plus monter que d'habitude, ok, parce qu'il y a moins d'offres qu'avant, par exemple. Il y a aussi certaines rumeurs qui disent qu'il n'y a plus de Bitcoin à l'avance en OTC, bon ça je ne sais pas, mais c'est des rumeurs. Mais le mauvais côté, c'est que bah, le côté décentralisation du BTC, il est moins présent qu'avant, quoi. Et dans le cas où ils décident de tout vendre d'un coup, même si je pense pas que ça va arriver, hein, comme Michael Saylor, comme le Salvador, je pense qu'ils vont jamais vendre leur BTC. Ils ont bien compris que un BTC est égal à un BTC.
Ça fait quand même assez peur, et beaucoup disent que c'est le loup dans la bergerie. Il me semble que c'est ça l'adage qu'on dit, que je ne connaissais pas, mais c'est clairement un peu vrai, et il faudrait pas qu'il commence à prendre trop de place. Ensuite, ça c'est une news très intéressante aussi, j'ai failli donner le titre de la vidéo à cette news là, mais c'est Elon Musk qui poursuit Sam Altman et OpenAI. Pourquoi? Je vais vous expliquer l'histoire. En gros, Elon Musk a été un des premiers investisseurs dans OpenAI. Donc OpenAI, pour ceux qui ne savent pas, c'est la compagnie qui a été rachetée par Microsoft, il me semble, mais qui est derrière ChatGPT et qui est clairement le leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, avec Sora qui vient d'annoncer, etc. Il me semble qu'ils ont une valuation aux alentours des 90 milliards de dollars, donc ça va être, on va dire, aux alentours des 100 milliards de dollars. Et en gros, Elon Musk a investi 100 millions de dollars il y a quelques années dans cette entreprise-là, à Sam Altman-là. Sam Altman qui était l'ancien CEO de Y Incubator pour les entrepreneurs. Et en gros, l'idée à la base de OpenAI, bah, c'est comme le nom l'indique, c'est de créer une intelligence artificielle très puissante, on va dire après une AGI, une intelligence générale artificielle, mais open, donc open source et ouverte à tous. Et l'objectif de la boîte, c'était de créer ça et d'être une entreprise à but non lucratif. Donc l'entreprise, l'idée, c'était qu'elle ne gagnait pas d'argent. Sauf qu'évidemment, la cupidité de l'homme, même si Sam Altman devait être extrêmement bien intentionné avant, c'est pour ça que quand tu donnes trop de pouvoir à quelqu'un, c'est sûr qu'il va être tenté et il va utiliser ce pouvoir-là. En fait, il a tourné cet objectif-là pour lever des fonds, et dès que ça a commencé à marcher, et ben en fait, il a fermé l'entreprise, donc le code il est closed source aujourd'hui, et l'entreprise est à but lucratif. Donc vraiment, tout à l'opposé de ce qu'il prônait au début, et les investisseurs comme Elon Musk qui investissent dans un projet A, et ben ils se retrouvent à la fin, 4 ans plus tard ou quelques années plus tard, avec un projet qui est tout le contraire. Donc c'est clairement philosophiquement, c'est pas noble, et on a Elon Musk qui va attaquer en justice Sam Altman. Je sais pas s'il va réussir honnêtement, mais en tout cas moi, je pense que c'est bullish parce que ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit sur le fait que c'est un problème qu'on ait des IA qui soient close source et pas open source. Et si ça fait du bruit, ça peut mettre la lumière sur des projets qui sont open source. Donc là, vous voyez où je veux en venir. Mais des projets qui sont open source, et ben on a Tao, on a plein de projets qu'on a en portefeuille. Je pense qu'ils peuvent clairement bénéficier de ce sort de bad buzz que OpenAI va avoir. Allez, on passe sur les news, je veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais on a aussi alors, le Nigeria qui demande une amende de 10 milliards de dollars à Binance. Donc je pense clairement qu'il n'y a aucun monde qui réussisse, et je pense que c'est un peu opportun de leur part de demander ça. Pourquoi? Parce qu'en gros, ils demandent 10 milliards de dollars d'amende en raison de la dévaluation de leur monnaie locale. Et ils disent que la raison principale de ce crash de la valeur de leur monnaie, c'est Binance. Mais non, c'est pas Binance. C'est juste que ta monnaie, entre guillemets, enfin je connais pas le Nigeria, mais c'est pas Binance qui a causé une dévaluation de la valeur de ta monnaie, ok? Donc clairement, Binance, ils s'en prennent clairement de tous les côtés. Je pense qu'il n'y a aucun monde où ils vont payer 10 milliards au Nigeria. 10 milliards, ce serait 2 fois plus que ce que Binance doit payer à l'État américain. Donc peut-être qu'ils vont payer une légère amende, mais clairement jamais autant. Allez, on passe sur les graphiques, là c'est assez intéressant. BTC, donc on l'a vu, hein, les 62 000 dollars, c'est une zone assez compliquée. C'est clairement une grosse résistance. Alors malheureusement, est-ce que c'est devenu une grosse résistance aussi à cause de la news de Coinbase? Vous vous souvenez, mais Coinbase qui affichait des soldes à zéro, et ça a clairement fait dump le marché de 7-8% en quelques heures. Ça se trouve, sans cette news-là, on aurait consolidé au-dessus, et cette résistance serait devenue joli support. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On n'arrive pas à passer cette zone. Donc là maintenant l'objectif, mais vu qu'on est monté en parabolique en 3 jours, vous voyez qu'on est monté, on a tout cassé. Clairement le prochain gros support c'est le niveau des 52 000 dollars. Et donc graphiquement il y a très peu de support. Et si on retourne au niveau des 52 000 dollars, bah, ça nous ferait un moins 20% quand même, hein. C'est beaucoup. En termes de pourcentage c'est quand même beaucoup. Donc pourquoi pas, clairement moi c'est un scénario que je privilégie vraiment. Si et encore moi si je trouve que si on va au niveau des 52 000 dollars pour consolider et ensuite repartir à la hausse, pour moi, ça n'aura même pas été une correction majeure. Oui, on a perdu 20%, mais 52 000 dollars, les gars, c'est tellement haut. En fait, là, on a quand même tellement haut qu'à la moindre correction, bah, on est quand même haut. Donc, est-ce qu'on aura la semaine prochaine encore assez de jus pour aller taper, venir grignoter aux alentours de la TH? À voir, je ne pense pas. Voilà, on a le stochastique RSI aussi qui nous dit à peu près la même chose. On verra, mais pour l'instant, on est sur course résistance sur le BTC. Ensuite, deuxième graphique assez intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais sur Tao, on voit en fait, je trouve qu'il y a un graphique là, entre guillemets, je vais faire un peu le philosophe, mais lorsqu'il essaie de nous parler, on voit que là il y a une grosse différence entre les bougies qui sont là et les bougies d'avant. Pourquoi? Parce que on voit que Tao est moins parabolique qu'avant. Donc après là oui on était à niveau de 50 dollars, il est extrêmement parabolique, ok. Là on a une plus grosse market cap, donc c'est peut-être plus dur de devenir aussi parabolique. Mais je trouve que les graphiques, les mèches à la hausse,
donc les mèches du dessus, les mèches supérieures, je sais pas comment on les appelle, mais à chaque bougie, il y a des très grosses mèches supérieures. Donc c'est-à-dire que vu que là, une bougie est égale à un jour, en une journée, on va taper des très grosses variations et on va jamais clôturer proche de l'ATH local, du top local. Et avant, c'était une pattern qu'on n'avait pas tant que ça. Lorsqu'on pumpait, regardez, bah, on clôturait très souvent aux alentours de nos mèches, quoi. Ça montrait vraiment une dynamique haussière. Et moi, je me dis que ça peut être une manipulation. C'est quelqu'un qui va vraiment venir pousser le prix à la baisse du Tao. Dans l'idée, je me dis que ça peut être un exchange qui va vraiment pousser le prix du Tao vers le bas pour continuer à accumuler. Parce que Tao, il a commencé à être dans les top 20, top 25e projets. Pour les gros exchanges, il va vraiment falloir qu'ils listent ce projet-là. Après, je me dis comment ils font ça. Parce que pour faire ça, faut vendre beaucoup de Tao au marché, mais c'est extrêmement risqué. Parce que toi, si ton but c'est d'en accumuler, tu vas pas en vendre des quantités astronomiques au marché. Donc je sais pas, mais en tout cas, tout ça peut dire que je pense qu'il y a une perte de momentum sur Tao. Regardez cette mèche qu'on a faite avant-hier qui est dégueulasse, hein. On était aux alentours des 720 $, on a tapé un ATH, on n'a pas clôturé au-dessus de la clôture de l'ancien ATH. Donc en réalité, ça fait pas une tendance haussière, ça fait une sorte de double top, parce que la clôture n'est pas au-dessus de cette clôture-là. Donc si double top il y a aussi une divergence baissière en weekly. Donc si double top il y a, l'objectif ce serait clairement au moins les 450 $, 400 $. Et moi mon plan, et reste inchangé, c'est toujours le même, mais c'est que Tao aille au moins autour des 800-900 $, parce que c'est là où je pense qu'il veut aller. Moi je pense que généralement quand il part en tendance haussière, il pump plus que ça, hein. Là on est dans le même range depuis un mois, c'est clairement inhabituel sur Tao. Donc moi je l'attends au-dessus des 800-900 $, et dans le cas où il est dans ces zones de prix là, c'est là où je vendrai entre 5 et 10% de mes Tao, mais pas avant. Et là s'il retourne aux alentours des 400 $, bah tant pis, je prends mon mal en patience, et clairement je sais que ce sera le bon move de pas vendre à ce prix là. Ensuite graphiquement on a Alephium qui est très intéressant, on l'a passé dans la dernière quotidienne, mais on a dit qu'ici c'était des zones, on était clairement ici, je m'en souviens, ça avait méché pendant la vidéo. On disait que c'était un point très intéressant parce qu'on était sur un très joli support qui nous avait supporté depuis le décembre 2023, et ça nous a donné raison. On a eu un très joli pump depuis. Et là pareil, hein, je pense que c'est pas con de mettre un ordre sur cette trendline là. On a vu tous les voyants sont ouverts, les métriques sont ouverts. Si le BTC latéralise, je pense qu'Alephium va très bien se comporter. Et si BTC corrige, évidemment, Alephium va corriger aussi. Ensuite on a Kaspa qui est une autre de mes très grosses lignes. Je vous avais dit que Kaspa, pourquoi pas, je voulais plus vendre que mes autres projets. Donc imaginons que sur les autres projets, je prenne 5% de profit. Kaspa, peut-être que j'allais vendre 10 ou 15% de mon bag. Clairement, même si c'est une idée que je pense que je vais faire un jour, c'est clairement pas le jour pour le faire, parce qu'on voit qu'il fait une sorte de bull flag. Donc un bull flag, c'est lorsqu'on a une impulsion haussière, une consolidation, avant de retaper une impulsion haussière. Et Kaspa, là, ça fait depuis février 2024, depuis 3-4 semaines, qu'il ne se passe pas grand chose. Le stochastique RSI est clairement asséché, il est en bas depuis assez longtemps, donc je pense pas que graphiquement ce soit un bon point de vente, et je pense qu'en fait on a une sorte de consolidation, de compression de volatilité, et pour ceux qui écoutent la chaîne, mais on a l'habitude, hein, parce qu'il y a compression de la volatilité, généralement c'est annonciateur d'une grosse volatilité à venir, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça personne ne peut savoir, mais graphiquement on a tendance à penser que ça va être à la hausse en raison du bull flag. À condition encore une fois que le Bitcoin ne retrace pas de 20 ou 30%. Et dernier graphique, c'est Cubic qui est forcément très très intéressant. On voit la performance sur 30 jours, hein, mais qui est de 450%, c'est des performances de dingue, c'est x 5,5. Et le hasard a fait que je suis allé regarder la date de publication de ma vidéo sur Cubic, et c'était pile poil il y a un mois, au jour près. Donc depuis la sortie de la vidéo, on est à x 5,5. Donc moi je suis pas x 5,5, parce que au moment où j'ai sorti la vidéo, j'étais à moins 20, moins 30%. Mais ceux qui ont regardé la vidéo, et je sais qu'il y en a pas mal, et qui ont décidé d'acheter du Cubic directement, ils sont à x5,5 sur leur bag. Donc donc là, je suis content. C'est clairement un projet qui a très bien performé durant ce dernier mois, qui a passé le cap des 1 milliard de market cap, qui est aux alentours du top 100 des cryptos. Et je pense que moi, à la fin du bull run, Cubic sera, let's say, on va dire, dans le top 25. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'upside à avoir. Après, pour un prix d'entrée dès maintenant, ça me semble un peu compliqué. Pourquoi pas commencer à initier sa ligne, mais il y a beaucoup de chances qu'on connaisse un retracement. Quand on a fait un x5,5 sur un mois, un peu comme Tao, quand on est passé de 500 à je sais plus combien, à la fin on a eu un retracement de 50% sur Cubic, il y a de grandes chances que ça se passe de la même des manières. Écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à tout à l'heure, parce que tout à l'heure je vais vous sortir une vidéo de dossier sur une crypto très intéressante que j'ai un portefeuille qui est en train de performer pas mal aujourd'hui. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vous souhaite un bon dimanche et ciao ciao.